Tunaanza. Sisi tunajua. Bejere bandugu. Awa tokomi deja awa deja ezali omoni bilamba oyo adi ototi kobeta ya defu nalu awa na ngomba entre 47 kotakoli oicha na biakato tukutani enemi na ngomba moko awa. Donc différence na bango ezali à peu près 250 mètres. Alors toti kobeta bango kosisa kobeta bango shiko yango to saleli bino ba konji video yango to botala babila omba oyo nisha oyo ezali babiloko oyo enemi atiki awa oyo ezali terrain na bango yako tala biloko oyo subiri kuchoma ama bintu afanda naenda saba biloko oyo enemi kala biloko enemi atiki ngoya kwanza mshere talaka biloko enemi atiki bamuse babashe tala bilamba tala bamakemba oyo ngoya kwanza tala biloko oyo enemi atiki tala banjungu tala bapondu oyo enemi auti kolia abetami kitoko tala babidon tala biloko ya liaka tala babiloko bamosaka omoni babiloko na ye tala banjungu ya enemi babassin tala babiloko nyonso tala difense oyo enemi abetami difense ya monene tala na biloko ya bana tala na bana bazalaki na kati tala bana basous-vêtements na bango tala defense monene yango tozobebisa tala defense ya def defense ya monene tala defense ya enemi tala biloko na yango tala biloko na yango tala babiloko tala omoni awa tala babashe na bango otala makambo oyo adefu asali yango babashe tala difense ya defu difense na defu ya munene tala difense alobakole donc awa kombo yango yebani te toyebi te mais tozali koona ngomba na ezali entre 47 ses forces. Non, parce que même si Tshisekedi le voulait, il ne le ferait pas. Parce qu'il a habitué sa population à la dose de « nous allons annexer le Rwanda ». Et de la sécurité régionale. Qui, en tout cas, est au centre des discussions depuis plusieurs mois maintenant. Il y a eu notamment deux processus qui aujourd'hui marchent de pair, sinon patauge à la fois. Nous avons le processus de Luanda d'une part où la République démocratique du Congo et le Rwanda essayent de trouver des solutions adéquates à pouvoir déjà rabaisser les tensions qu'on a observées au cours de ces derniers mois. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est la volonté, sinon la bonne volonté de part et d'autre à pouvoir déjà baisser les tensions entre les deux pays. Chaque pays a des desiderata, en tout cas a un cahier de charges, il a des demandes envers l'autre. D'autre part, nous avons le processus de Nairobi, cette fois-ci, où les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo doivent trouver une solution avec leur gouvernement. Justement,
c'est toujours avec la question de la paix et sécurité qui est au centre de ces discussions. Aujourd'hui, plusieurs observateurs se posent la question de savoir les intentions, sinon les bonnes intentions à pouvoir trouver des solutions à ces problèmes. Et maintenant, en tout cas, à l'allure où vont les choses, certains restent sinon très réservés par rapport aux espoirs que ces deux processus ont suscité et les résultats qui ne sont pas à la hauteur des espoirs suscités par la mise en place de ces deux processus. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser et surtout de comprendre où ça pêche, qui porte ou qui faire porter le chapeau, sinon qui ne veut pas de l'avancement de ces deux processus, où ça bloque et surtout reste-t-il un espoir à pouvoir voir le bout du tunnel et à retrouver la paix et la sécurité dans la région. Dans ces studios, nous sommes avec un observateur avisé de questions de la région, des questions de paix et sécurité. Il a suivi, il connaît la région comme il connaît sa poche, mais sinon il suit de près tous ces processus, toutes ces réunions. Et bien avant ces deux processus, il a été très près de certains dossiers pour comprendre les tenants et les aboutissants. Et j'ai l'honneur d'accueillir Maître Gatete Ruhumuriza Nyiringabo. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup, toujours un plaisir. Le plaisir est le nôtre d'être avec vous. Déjà, pour planter le décor, on parle de deux processus parce que cette émission, en même temps, a pour objectif de créer une pédagogie et surtout à faire comprendre l'opinion publique, aussi bien nationale qu'internationale, nos frères et sœurs dans la région, à comprendre de quoi s'agit-il. Déjà, Maître, ce processus, êtes-vous du côté des optimistes ou des pessimistes par rapport aux deux processus, Nairobi et Luanda? Je suis optimiste parce que je n'ai pas le choix. Parce que la paix, elle est inévitable, en tout cas j'espère, parce qu'on va finir par la paix. Vous savez, toutes les guerres ont une fin, en général, sauf la guerre d'Israël et Palestine. Mais normalement, les guerres ont une fin, et j'espère que celle-ci aura une fin aussi. Mais ces deux processus nous intéressent différemment. Alors, la première, en fait, il faut faire d'abord la différence entre quoi le processus de Luanda et c'est quoi le processus de Nairobi. Le processus de Luanda, c'est un processus pour améliorer les relations entre le Rwanda et la RDC. Le Rwanda a des impératifs sécuritaires légitimes, clairs, qu'il présente, et le Rwanda prend des mesures claires qui peuvent ne pas être appréciées par la RDC, mais pour se prémunir de sa sécurité. Tandis que le processus de Nairobi, c'est un processus finalement entre, d'une part, le gouvernement congolais et une multitude de milices qui lui sont alliées pour combattre les Tutsis. Donc en fait, les M23, ils ont labellisé le M23 comme étant un mouvement Tutsi, ce qui n'est pas vrai. En fait, cette région, les questions de la région sont un éternel recommencement. Vous savez, le FPR aussi a eu la même étiquette à l'époque. Alors, donc, le processus qui nous intéresse le plus, nous, en tant que Rwandais, est le processus de Luanda. Parce que nous voulons que les relations entre le Rwanda et la RDC soient au beau fixe. Tandis que le processus de Nairobi nous intéresse dans le sens que nous avons accueilli des réfugiés, plus d'une centaine de milliers de réfugiés qui sont au Rwanda et qui, finalement, cela nous intéresse qu'ils puissent rentrer chez eux, qu'il puisse y avoir la paix dans cette région-là. Donc en fait, c'est dans ce sens-là. Et ensuite, le processus de Nairobi nous intéresse aussi dans le sens que le gouvernement congolais collabore avec le FDLR, qui est un mouvement qui menace la sécurité du Rwanda. Cependant, le gouvernement congolais a pris l'habitude, à travers les réseaux sociaux, à travers ses dirigeants, de déclarer la guerre au Rwanda de manière récurrente. Donc c'est dans ce sens-là que cela nous intéresse aussi. Voilà, j'apprécie bien déjà cette topo que vous placez pour essayer un peu de faire comprendre l'opinion publique. Mais j'aimerais bien qu'on puisse rentrer dans les détails de savoir c'est quoi la pomme de discorde entre le Rwanda
et la RDC, parce que ce sont deux pays qui étaient jusqu'à très récemment qui s'est rapproché. On a vu le président Kagame se rendre à Kinshasa au début du mandat d'Antoine Tshisekedi, et Tshisekedi qui est venu au Rwanda par la suite 2 fois, et puis ensuite il y a eu la visite historique à Goma et aussi la visite de Gisenyi de Tshisekedi. On doit comprendre maintenant, est-ce que aujourd'hui les deux parties jouent-elles avec toutes les cartes sur la table? J'aimerais bien, parce que ici, il s'agit tout d'abord d'une question de paix et sécurité, bien entendu, et c'est d'abord des mécanismes qui sont mis en place, et c'est notamment la diplomatie qui joue les premiers rôles à pouvoir déjà fixer certains problèmes. J'aimerais bien qu'on puisse suivre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe Patrick, qui très récemment, au sortir, sinon au retour de Luanda, où il y a eu en tout cas une entente sur un cessez-le-feu. Lui d'abord, en mettant de côté la question de cessez-le-feu, il parle de ce processus de Luanda pour éclairer la lanterne du public et comprendre et surtout lever l'équivoque. De quoi s'agit-il à Luanda entre la RDC et le Rwanda? Le processus de Luanda, c'est un processus entre États, entre le Rwanda et la RDC pour essayer d'abaisser les tensions. Mais ce n'est pas l'origine ou bien la cause de ce problème. Parce que c'est plutôt la conséquence. C'est la conséquence de la crise à l'est de la RDC. Puisque cette crise affecte le Rwanda. Puisque cette région est donc frontalière au Rwanda. Et il y a dans cette région les FDLR, les génocidaires FDLR, qui non seulement n'ont pas été désarmés, il vous souviendra qu'ils sont au Congo depuis le génocide perpétré contre les Tutsis, puisque la plupart d'entre eux ont participé à ce génocide. Donc on a cette force qui n'a pas été désarmée, mais qui aussi a été, je dirais, intégrée dans l'armée congolaise. Et donc cette force, les FDLR, ont lancé des attaques régulières sur notre pays. Et donc on est affecté directement par ce conflit. Et puis il y a donc ce problème sécuritaire. Il y a aussi un problème humanitaire où on a plus de 100 000 réfugiés congolais, qui sont généralement des Congolais d'expression Kinyarwanda, qui ont fui la guerre et la persécution à l'est de la RDC. Et puis ensuite les accusations incessantes du Congo. Donc c'est un processus donc entre États qui est consécutif à un conflit qui a des causes profondes. Et donc c'est aux parties congolaises, surtout dans le cadre du processus de Nairobi, qui est piloté par l'ancien président Uhuru Kenyatta du Kenya, qui est un processus de l'East African Community, de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui donc est à même de résoudre le problème en s'attaquant aux causes profondes, puisque le processus de Nairobi donc prévoit il y a deux volets. Il y a un volet politique avec des discussions entre le gouvernement congolais et les groupes armés, et un volet militaire qui consiste à déployer une force d'interposition pour qu'il y ait un cessez-le-feu. D'ailleurs, ça avait été le cas en 2023, puisqu'on avait eu un cessez-le-feu pendant 6 mois, de mars à septembre, donc sous la supervision de cette force régionale de l'East African Community. Mais malheureusement, le président congolais a décidé de l'expulser parce que, selon lui, elle n'était pas assez offensive. Donc, les deux processus sont complémentaires. On a même souligné hier
que le cadre de discussion doit être le processus de Luanda, mais aussi le processus de Nairobi. Et donc, on s'inscrit dans ce cadre. Bien sûr, l'un ou l'autre ne peut se suffire. Il faut bien sûr une complémentarité entre les deux processus. L'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, Gatete, les propos de l'ambassadeur Nduhungirehe sont clairs et nets et sans équivoque. Et selon vous, pourquoi plusieurs réunions se sont tenues, les chefs d'État se sont rencontrés, les ministres des Affaires étrangères et également d'autres entités au niveau de la sécurité se sont retrouvées. Pourquoi, malgré tous ces efforts, ça semble et ça reste un processus peu et mal connu du grand public, et notamment chez nos voisins? Alors, donc, d'abord deux choses. L'importance des pourparlers, c'est Nelson Mandela qui disait il faut parler, ensuite parler, jusqu'à ce que vous arriviez à trouver une solution. Plus on parle, moins on se fait la guerre, ce qui est déjà une bonne chose. Donc les gens peuvent se lasser du processus puisqu'ils ne voient pas des résultats tangibles, mais déjà le fait que les gens prennent langue, que les gens parlent régulièrement, cela montre qu'ils ne se font pas la guerre. C'est quand il y a rupture. C'est le cas. Aujourd'hui, il y a eu recrudescence des affrontements entre les FARDC et les M23. Aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle. Pourquoi? Parce que le gouvernement a dit on ne parlera jamais au M23. Quand les gens ne se parlent pas, ils font la guerre. Dans un conflit, j'entends. Et donc, le fait que le Rwanda et la RDC se rencontrent régulièrement, des émissaires se rencontrent régulièrement, même s'il y a des menaces de la part des politiciens congolais tous les jours, mais au moins le fait qu'après menace, il y ait rencontre, cela nous empêche une guerre qui n'est souhaitée par personne. Mais d'autre part, nos facilitateurs, en fait, ces pourparlers sont très importants. En tout cas, ils ont aidé le Rwanda à pouvoir signifier, expliciter ses revendications aux yeux des facilitateurs. Maintenant, le Rwanda fait entendre chaque fois qu'il y a une rencontre, les facilitateurs étant Luanda, le président Lorenzo, Nairobi étant le président Kenyatta, l'ancien chef d'État Kenyatta, mais maintenant il y a aussi les Américains qui sont devenus qui ont demandé des facilitateurs. Donc cela fait 3 interlocuteurs, et chaque fois que nous parlons, nous avons l'opportunité d'articuler nos revendications, et les facilitateurs commencent à l'entendre. Et donc cela est quelque chose de... En fait, si nous devons dire ce que nous avons tiré de cette... parce qu'on est en droit de demander des comptes au ministre des Affaires étrangères en lui disant vous utilisez l'argent du contribuable pour aller dans des négociations. Comment est-ce que vous arrivez à quoi avec ces négociations? Donc, c'est pour dire que plus on se rencontre, plus on est capable de signifier nos positions, de montrer nos problèmes. Par exemple, nous expliquons pourquoi nous avons rehaussé nos mécanismes de défense dans la région. C'est qu'il y a une chose qui était présentée par la RDC comme une invasion dans son territoire. Plus nous rencontrons les facilitateurs, nous sommes capables de dire, voilà, nous avons des mécanismes de protection de notre territoire, des mécanismes qui sont un peu plus hauts que ce qu'ils étaient au début, à cause de ceci, cela, des menaces du chef de l'État congolais de bombarder Kigali, etc., des rencontres entre les FDLR et les dirigeants congolais, la distribution des armes à feu, de l'argent, etc. Donc, ces rencontres-là, les fruits dont ils portent, c'est le fait que nous sommes capables d'articuler et de faire comprendre nos facilitateurs notre position et nos revendications. Revendications, mais également l'autre partie, je parle bien du côté de la RDC, on parle aussi des revendications. Clairement, le président congolais, malgré ces processus dont vous venez de faire mention, jusqu'à très récemment, il a nommément cité le président de la République du Rwanda, avec des mots que nous n'allons pas, par respect de notre public, reprendre ici.
Moins de l'escarmouche. Bon, il est allé très loin parce que par moments ça quitte même la scène politique, ça devient personnel. Maintenant, c'est quoi si le Rwanda vous parlez de rehausser ses mécanismes de défense, qu'est-ce que le Rwanda craint concrètement? Mais le Rwanda craint une attaque du FDLR. Ce n'est pas une crainte en l'air. Cela s'est déjà produit. Il y a nous avons un pays qui n'est pas capable d'absorber une attaque. Vous savez, il y a un politicien congolais dont les investisseurs sont venus voir un politicien congolais et lui ont dit on ne peut pas investir dans votre pays parce qu'il y a une guerre. Il a dit non, il n'y a pas de guerre. La guerre à 2000 km d'ici, cela ne nous regarde pas. C'est l'actuel directeur de cabinet. Voilà. Donc à Kinshasa, les gens pensent qu'il n'y a pas de guerre. C'est loin, etc. Le Rwanda n'a pas ce luxe. Nous avons un petit pays, nous ne sommes pas capables d'absorber tous les fous et les assaillants qui peuvent rentrer sur nos territoires. Nous avons nos investissements dans cette région-là, la région frontalière avec la RDC. Nous avons des investissements touristiques, des hôtels, etc. Nous avons c'est un endroit densément peuplé, c'est une ville importante. Gisenyi et Musanze sont des villes très importantes pour nous, etc. Nous n'avons pas un luxe. En fait, même si la sécurité régionale est une priorité, comme l'a dit le président, la sécurité nationale est non négociable. Nous sommes prêts à faire tout. Et partout, j'entends de 0 à 100% de passer à l'action pour... Donc, la sécurité rwandaise, en fait, elle est non négociable. Qu'est-ce que cela signifie? Pas de menaces à prendre. Les menaces, on peut absorber. Les menaces, le théâtre, les mouvements de foule. Je vais vous faire une petite confidence aujourd'hui. Il y a un premier ministre de la région. Le président Tshisekedi lui dit, allez dire au président Kagame que je vais raconter des histoires pendant ma campagne électorale, mais qu'ils ne le prennent pas au sérieux. Donc, le premier ministre de la région vient essayer d'expliquer. Le président Kagame dit, mais ça va pas. Je ne joue pas à ces jeux d'enfants. Donc, les menaces, à la limite, on trouve ça amusant. Mais les menaces qui sont suivies par des actions concrètes. Vous savez, quand on explique que notre sécurité est menacée, elle n'est pas menacée par les conférences de presse de Mouyaya, ou bien les déclarations du président Tshisekedi, ce n'est pas cela qui nous fait peur. Vous savez, c'est Wole Soyinka qui a dit qu'un tigre ne proclame pas sa tigritude. N'est-ce pas? Ils sautent sur sa proie. Est-ce que le M23 fait des annonces de quand ils vont attaquer? Est-ce que nous faisons des annonces de comment on va protéger nos territoires? Non, c'est une affaire congolaise et nous trouvons cela à la limite amusant. Mais nous avons concrètement de l'intelligence, enfin du renseignement qui nous dit que il y a des FDL payés, coalisés avec l'armée congolaise. C'est cela que nous prenons au sérieux. Tandis que les déclarations sur les médias sociaux, vous savez, ils ne sont pas les seuls. Voilà, déclarations sur les réseaux sociaux, c'est vrai, elles sont, c'est qu'elles sont ces déclarations. Et maintenant, depuis le déclenchement de ces processus de Luanda, on a eu deux ministres des Affaires étrangères du côté de la RDC. Il y a eu d'abord Christophe Lutundula. À l'époque, déjà, lui disait qu'il n'y avait pas de FDLR et que si quelqu'un avait des preuves où se trouvaient ces FDLR, il pouvait bien venir le démontrer. Et ça, c'était au su et au vu de tous. Voilà que plusieurs mois plus tard, on a le gouvernement de la RDC avec la nouvelle ministre des Affaires étrangères qui reconnaît clairement que les FDLR, c'est une menace et pour la RDC et pour le Rwanda. Comment comprendre déjà ce double langage, Gatete? Est-ce que ça ne met pas déjà en péril? C'est ce qu'on appelle, c'est ce que nous appelons le processus. C'est ce que nous appelons des politiciens Tefal. Tefal, c'est une matière qu'on met sur les ustensiles pour que la graisse ne se colle pas dessus. Ils sont capables de dire une chose et son contraire exactement le lendemain. C'est une habitude. Ils ont habitué leur peuple à cela. Donc ils peuvent dire une chose aujourd'hui, son contraire le lendemain, ou carrément dire je n'ai rien dit la veille. Et
ils font le malin, ils le font de manière récurrente jusqu'à ce que nos interlocuteurs, ça veut dire les négociateurs et les gens qui sont neutres, nous font la confidence en disant ne les prenez pas au sérieux. Vous savez, c'est vrai, ils ont dit ça, mais... Donc en fait, ils ont réussi à tourner le monde entier en bourrique en disant tous les jours. Le peuple congolais, n'en parlons pas, ils sont habitués. En fait. Et le problème, c'est que nous sommes... Vous savez, on n'est pas évalués sur les mêmes standards. C'est ça le problème que nous avons. On n'est jamais évalué au même standard que les... Vous imaginez si le président Kagame disait que Tshisekedi ne va pas dormir dans son lit, qu'il est capable de bombarder Kinshasa. Vous vous rendez compte des conséquences de ce genre de... On ne peut pas faire une chose pareille. Mais le monde entier a accepté de babysitter un peuple de 100 millions d'habitants. Tout en étant la Gatete, comment dites-vous que ces déclarations peuvent avoir des répercussions grave, plus que... Est-ce que ce que le président Tshisekedi a dit est moins grave que lorsque les mêmes propos sont tenus absolument. À partir de Kigali? Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore dit? Vous savez, les Congolais ont dit que les Wazalendo, qui sont une milice violente, ok? Ils ont dit, les Wazalendo sont des réservistes. Ils ont dit que défense. Les FDLR n'existent pas, d'une part, mais nous allons mettre en œuvre un mécanisme de désarmement des FDLR, d'autre part. Ils ont dit qu'ils vont bombarder Kigali, qu'ils vont changer le gouvernement de manière violente au Rwanda. Le président du Congo l'a dit, le président du Burundi l'a dit. Ce sont des choses qu'ils sont capables de dire. En fait, vous savez, chaque fois que les gens se prennent pour... Ils font de la comédie, ils se prennent eux-mêmes comme des comédiens, pour faire diversion. Comme ça, ils peuvent faire des actions qui sont inacceptables pour des hommes sensés. Mais eux, ils habituent d'abord au monde qui sont fous. Comme ça, ils sont en train d'acheter une sorte d'immunité par rapport à leurs actions, qui sont en fait criminelles. C'est une violation. Vous savez, engager des mercenaires, c'est une violation grave du droit international. À engager des mercenaires, on aura des sanctions immédiatement. À toute façon, on parle des coachs, on parle des vous pouvez les appeler aussi gourous, sorciers. En tout cas, le président Tshisekedi a dit qu'il ne s'agissait pas des milices, c'était des gens qui offraient des services militaires. Voilà, c'est la différence. Nous avons au Rwanda des techniciens. Okay? C'est sûr que si, par exemple, nous voulons réparer un aéronef militaire, on peut inviter un IT ou un spécialiste qui n'est pas rwandais pour venir le faire. Même dans tous les services de notre pays, nous avons des États. Mais maintenant, dès lors que des gens armés se retrouvent sur le front, en fait, la différence entre un coach, un Dalai Lama, un gourou, comme, je sais pas comment, sorcier, etc., comment ils les appellent, et un mercenaire, c'est quand la personne passe à l'action, quand la personne se retrouve sur la ligne de front. Dès lors qu'une personne est sur la ligne de front, il devient mercenaire. Et l'utilisation de ce genre de personnes est sanctionnée par le droit international. Tous les rapports dont la RDC s'est prémunie pour nous accuser, le même rapport, c'est incroyable. En fait, ils peuvent prendre un rapport, ils sont capables de prendre un rapport de 100 pages, de prendre une ligne dans le rapport de 100 pages et nous accuser, alors que les 99 pages restantes accusent la RDC de tous les maux possibles, de toutes les violations du droit international. Ils sont capables d'avoir des images qui sont authentiques, qui montrent des citoyens congolais en train de tuer, de brûler vif un citoyen congolais, et le lendemain, sur base de ces images-là, et accuser le Rwanda de toutes sortes de mots. Ils sont capables d'avoir des photos. Vous avez une photo du président Tshisekedi avec un responsable FDLR et un responsable plutôt FDLR, mais qui se dit Maïmaï, qui est un citoyen rwandais FDLR. Le fameux Jules Mulumba. Jules Mulumba, il ne s'appelle pas Jules Mulumba, il s'appelle quelque chose, un nom extraordinaire. Comment il s'appelle? Mbitsemunda. Mbitsemunda. Vous vous rendez compte? Mbitsemunda, un président de la République, chef de l'État, est capable de se mettre en photo avec Mbitsemunda lundi, et mardi dire mais les FDLR c'est qui, on s'ignore, on les ignore, et mercredi dire en fait nous allons mettre en place un programme de désarmement du FDLR. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que plus ce conflit perdure, plus les facilitateurs commencent à comprendre de quoi il s'agit. En fait, ce qui est bien, en tout cas, et que ça soit, vous savez,
et que ça soit pour le Rwanda. Vous savez, les justifications du Rwanda, pourquoi le Rwanda doit renforcer ses mécanismes de sécurité à la frontière avec la RDC, les justificatifs, le Rwanda n'a pas besoin de les donner parce que la RDC elle-même les donne. Dans le sens, si un chef d'État dit qu'il va bombarder votre capitale, vous n'avez pas besoin d'expliquer à qui que ce soit comment vous devez faire en sorte. C'est le cas pour le M23. Vous savez, avant, le M23, il y avait dans les rapports de conclusion des négociations, il disait que le M23 devait être cantonné. Vous vous souvenez? Le cantonnement dans le fameux... Désarmement et cantonnement. Mais ce chapitre est dépassé. Même les négociateurs ne demandent plus au M23 de se cantonner. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, le gouvernement congolais a armé toute la population autour et il a armé et hostilisé cette population envers le M23. Alors maintenant, on ne peut pas, il n'y a aucun responsable, aucune personne qui réfléchit, qui peut demander à un groupe des gens de se désarmer et d'aller, parce que cantonnement signifie après cantonnement, démobilisation, etc. Comment vous pouvez démobiliser un groupe, le désarmer, le démobiliser et l'amener dans une société qui est lourdement armée par le gouvernement et qui sont hostiles à ce groupe-là et l'hostilité des citoyens, le Wazaleno, Maïmam, etc. En fait, toutes les milices, les 150 milices congolaises maintenant, elles font partie du corps du gouvernement congolais pour combattre les Tutsis, qui sont le M23. Maintenant, on ne peut plus... En fait, ils font des actions qui torpillent leurs propres initiatives. Est-ce que, justement, torpiller, c'est torpiller, piétiner, tout ce que vous voulez. Ici, nous sommes dans le cadre du processus de Luanda. C'est un processus, justement, avec pour objectif d'apaiser les tensions, de remettre les gens autour d'une table et surtout de jouer franc jeu et de mettre toutes les cartes sur table. Est-ce que ces propos tenus par les responsables politiques en RDC sont de nature à pouvoir orienter ce processus vers des résultats tangibles? Est-ce que, tout à l'heure, vous avez évoqué la question du facilitateur, dont le président João Lourenço, qui déjà travaille avec sous la houlette de l'Union africaine, avec la communauté internationale qui a manifesté son soutien par rapport à ce processus. Est-ce que c'est une question, ces déclarations sont de nature à pouvoir permettre le facilitateur à mettre en place un mécanisme qui puisse aboutir à des résultats tangibles, où on tourne autour du pot? Vous savez, les négociations et leur mise en œuvre dépendent exclusivement de la volonté politique. Alors, je retourne un peu en arrière, un peu, pour mettre les choses dans le contexte. Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi, la première fois qu'il concourt au pouvoir, il est dit par tous les observateurs et même par le président de la commission électorale de la RDC de l'époque, qu'il perd les élections en faveur d'un monsieur qui s'appelle Martin Fayulu. Le dit Martin Fayulu avait fait campagne exclusivement sur la haine anti-Rwanda. Alors Tshisekedi... Avant le Rwanda. Le Tshisekedi se rend compte, mais écoute, si j'ai envie de gagner les élections, la seule façon, la prochaine fois, la seule façon de faire, c'est de diaboliser le Rwanda. D'une part. Et donc, diaboliser le Rwanda, en fait, quand les gens vont en négociation, le Rwanda, tout ce qu'il veut, c'est faire comprendre ses positions légitimes. Tandis que la RDC n'est là que pour passer le temps et montrer qu'ils sont intéressés par la situation à l'est de la RDC. En fait, ils n'en sont pas intéressés. Ils tirent beaucoup de profit de cette crise à l'est de la RDC. Comment vous dites que la RDC n'est pas intéressée, sachant que le théâtre des événements, les opérations et tout ce qu'on est en train de dire ici se passe sur le territoire congolais? Mais depuis le début de la crise, Tshisekedi a pris des vacances, des centaines de millions de dollars ont été détournés à gauche et à droite. Il a un budget exclusif pour faire la guerre personne ne sait, il n'y a pas de redevabilité. Les Congolais ne lui demandent jamais ce qui se passe avec leur programme de ci, leur politique de cela, etc. Toute la politique, Tshisekedi est un roi fainéant qui règne. Il a trouvé l'astuce pour régner sans gouverner, sans être
redevables, c'est la faute au Rwanda. Il y a monkeypox, comment ils disent, fièvre du singe, c'est la faute au Rwanda. Il y a Ebola, c'est la faute au Rwanda. Des gens sont tués à Goma, à bout portant, c'est des infiltrés rwandais. Ils sont tués à Kinshasa, c'est des Donc, cette guerre lui profite à fond. C'est la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Il n'a aucune intention de la finir. Et les gens de l'Est, évidemment, c'est à 2000 km. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que cela, le processus, quand vous voyez tous ces processus, le problème c'est que même si le processus de Rwanda devait aboutir, par exemple, la RDC dit, bon, ok, on arrête de collaborer avec les FDLR. Le Rwanda dit, ok, on enlève nos mesures on allège nos mesures de sécurité, de défense à la frontière avec la RDC. Même si cela arrivait, cela ne va pas résoudre le vrai problème qui est le problème du M23. La question du Rwanda, la RDC s'amuse à amalgamer le M23 et le Rwanda. Ils le font par plaisir. En fait, ce sont deux questions différentes. Vous résolvez la question du Rwanda, vous ne résolvez pas la question du M23. Et que les choses soient claires. Le M23 va dialoguer avec la RDC, le gouvernement. Aujourd'hui, demain ou dans le futur, c'est la seule façon de mettre un terme à cette situation. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ils perdent... À Kinshasa, on dit le M23, c'est une coquille vide. Là, je reprends les propos de Tshisekedi. Le M23, c'est une coquille vide. C'est le Rwanda qui est derrière le M23. Oui, et vous dites qu'il faut dissocier les deux questions. Mais vous les dissociez pas, ils sont dissociés de fait. Qu'est-ce que je vous dis? Même si... Est-ce que c'est le facilitateur, le président João Lourenço, l'entend de cette oreille? Oui, mais c'est ça. Ce qui est bien, et c'est ça la réussite de monsieur, de tout notre système, notre équipe de négociation dans ces processus. La chose qu'ils ont réussi à faire, c'est de montrer la réalité des choses. Les Rwandais, s'ils doivent pénétrer de temps en temps, si cela arrive sur le territoire congolais, c'est pour des raisons de sécurité légitimement rwandais. Ils n'occupent aucun territoire, ils n'occupent aucun terrain sur le territoire congolais. S'ils doivent faire des opérations là-bas, c'est pour sa propre sécurité. Et cela, le Rwanda ne l'a jamais caché. Cela est clair, tous nos partenaires le savent. Tandis que le M23 occupe des territoires des terres sur le territoire congolais, avec des revendications à eux. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le M23, vous savez, le Burundi a perdu des centaines de militaires en RDC. L'armée congolaise a perdu des centaines de militaires. Mais chaque fois que les commandants, les généraux congolais reçoivent une déroute sur les champs de bataille, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à leurs politiciens, on a failli gagner parce qu'ils ne sont pas capables de dire qu'un pays... C'est comme ça. Abiyarimana, quand il perdait contre le FPR, il disait ce n'est pas le FPR, c'est l'Ouganda. N'est-ce pas? Ça n'a jamais été l'Ouganda. Maintenant, on le sait. Le M23 est un corps organisé qui est natif de ces zones dans lesquelles il se bat. Tu ne peux pas venir de Kinshasa et venir te battre avec quelqu'un qui est né, grandi, vécu, qui a gardé ses vaches dans ces forêts-là, qui connaît cet espace, qui est chez lui, qui parle la langue de là-bas. Vous ne venez pas en parlant Lingala ou Chiluba et essayer de vous battre au Kivu. Donc, quand ils perdent la bataille, chaque fois, de manière récurrente, ils ont perdu un millier de batailles. Il y a presque un millier de Burundais qui sont morts au Congo. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Chaque fois qu'ils retournent... vous savez, il y a des militaires burundais maintenant qui sont en prison parce qu'ils ont carrément refusé d'aller affronter le M23. Ce qui est gravissime, parce que si vous avez une armée, vous devez garder une sorte de prestige mystique de la force de votre armée. C'est Sun Tzu qui le dit dans son livre L'art de la guerre. Est-ce que vous parlez du Burundi, c'est aussi un des facteurs, un des pions, sinon en tout cas un des facteurs qu'on retrouve sur cette cartographie du conflit qui se passe à l'Est. On se pose la question. Les mêmes Burundais étaient hier se battaient aux côtés des frères de l'East African Community Force, sinon la force est-africaine.
la question qu'on se pose, c'est vrai que chaque pays a droit d'avoir des alliés ou des accords dans le domaine militaire. Maintenant, la question qu'on se pose, parce qu'à Luanda on en parle forcément, c'est quoi les intérêts du Burundi dans ce conflit qui se passe? Alors, nous sommes dans le Nord Kivu, c'est loin. Non, non. Le président Kagame appelle cela une idéologie primitive. C'est ça l'intérêt que le Burundi est là par idéologie. Le président burundais a dit, dans un discours récemment au Burundi, il a dit à ses citoyens et ses militaires, il a dit, si on ne combat pas le M23 dans le Kivu, ils vont nous trouver ici à Bujumbura. Pour quel intérêt le M23, c'est un mouvement congolais? Qu'est-ce que le M23 viendrait faire au Burundi? Donc en fait, cette question, c'est l'idéologie génocidaire. Donc il est convaincu que le M23 est une force Tutsi et que lui, ou le Burundi est la RDC, etc. Les Burundais sont des Burundais, ils n'ont rien à voir avec des Congolais, tout comme les Rwandais, mais ils sont convaincus qu'il y a une sorte de corps bantou, etc., qui combat le corps nilotique. Et ils le disent en public. Nous sommes en 2024. En 2024. Mais le problème de ça, c'est quoi? Et c'est vrai pour l'Afrique du Sud, etc. Vous savez, je répète, vous devez protéger l'image de votre armée. C'est très important. Le jour que vous montrez à un adversaire potentiel que vous n'avez pas d'armée, que vous êtes faible, hein, en fait, vous vous exposez. D'abord, vous traumatisez votre armée. Là, les Burundais sont traumatisés par le M23. Traumatisés. Ceux qui vont au front ne rentrent pas. D'autres, ceux qui ne vont pas au front, sont emprisonnés au Burundi. Les otages burundais. Les M23 leur disent, ok, retournez chez vous. Ils disent, non, non, non. Si on retourne au Burundi, on va nous tuer. Si on va, etc., on va nous tuer. On préfère rester ici. Des militaires du pays burundais, en fait, le Burundi expose ses faiblesses. Ça ne sert à rien. En fait, si vous avez une armée, vous devez la protéger. C'est très important. L'équiper, la protéger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les commandants burundais, les commandants congolais, chaque fois qu'ils perdent une guerre, ils disent à leurs politiciens, on était sur le point de gagner, on n'a pas perdu contre cette petite rébellion, on était sur le point de gagner, mais le Rwanda a intervenu, c'est pour ça qu'on a perdu. Et donc, même si on conclut l'affaire de Luanda et le président Kagame retourne à Kinshasa, Tshisekedi revient ici, il retourne à s'appeler frère, etc. Le jour où, s'ils n'ont pas résolu la question du M23, le jour où ils vont perdre au champ de bataille, ils vont encore retourner à Kinshasa et au monde entier dire on n'a pas perdu contre Makenga, on a perdu, c'est sûr qu'il y a la main du Rwanda quelque part. C'est cet amalgame maintenant qui pose problème et surtout, cela revient également à poser la question de savoir est-ce que les gens se disent des vérités? Est-ce qu'on joue franc jeu? Est-ce que sommes-nous sur la même longueur d'onde? C'est une question à laquelle que le ministre Olivier Nduhungirehe a également répondu pour ce qui est de ses homologues du côté de la RDC. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer non seulement de régler les problèmes entre le Rwanda et la RDC de bonne foi, et de notre côté on le fait, mais aussi de s'assurer que le mal soit adressé à la racine. C'est pour ça que nous estimons, et d'ailleurs cela a été souligné non seulement par la première réunion ministérielle, mais aussi hier par la deuxième réunion ministérielle, qu'il faut un apaisement entre les deux pays, qu'il faut mettre fin au discours de haine et qu'il faut mettre fin à des attaques verbales, puisqu'on est dans un processus, je dirais, positif, de normalisation. Le simple fait qu'on s'assoit à une même table pendant 12 heures en discutant de notre problème est une indication qu'il y a de la bonne volonté. Donc on ne peut pas avoir cette bonne volonté, mais que parallèlement, il y ait une continuation d'attaques dans les médias, sur les réseaux sociaux, par les autorités congolaises contre le Rwanda. Puisque ce qu'on veut, c'est résoudre nos problèmes, et le Rwanda y est pleinement engagé.
Ambassadeur Ndohundirehe, Gatete, les propos du ministre Ndohundirehe, d'une part, on passe plus de 12 heures dans une réunion, chercher à trouver des solutions de manière pérenne, et d'autre part, on a des déclarations dans les médias, sur les réseaux sociaux. Est-ce que on joue franc jeu? Et aussi la question que les gens se posent, est-ce que le fait que le théâtre des opérations, des événements se passe à environ 2000 km des institutions de prise de décision, est-ce que cela influence également l'attitude des autorités congolaises à Kinshasa par rapport? Est-ce que c'est une question qu'ils prennent à bras le corps? Vous savez, Tshisekedi a entre un marteau, le marteau et l'enclume, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'il a créé une situation qui lui complique la vie quant à la mise en œuvre de négociations. Par exemple, la population, l'atmosphère politique, socio-politique de la RDC ne favorise pas des négociations avec le M23. Si vous n'êtes pas capable de vaincre quelqu'un, ennemi ou pas, le M23 ne demande qu'à être intégré et être... Pour ce qui est du M23, permets-moi de rester tout d'abord sur la pompe des discordes. Même le Rwanda. La situation politico-sociale de la RDC ne favorise pas des négociations, même avec le Rwanda. Vous savez, ils vont... Et c'est ce qui est marrant dans cette histoire, et ça aurait été marrant si ce n'était pas dramatique, c'est que quand ils se retrouvent avec un facilitateur, ils ne font pas de cinéma. Parce que ce sont des adultes dans une pièce. Les Congolais ne font pas le malin parce ils travaillent sur base des preuves, du renseignement, des faits, etc. Il n'y a pas de théâtre. Devant Lorenzo, on ne fait pas du théâtre. Devant Tété, le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, on ne fait pas du cinéma parce que c'est entre adultes. Mais c'est quand ils sortent de la pièce, après s'être entendus sur des choses sur base des faits scientifiques, des renseignements, etc. Et les Américains ont généralement des satellites, etc. Il y a des images, il y a des faits. Ceux qui se sont entendus dans la pièce, et puis il y a un communiqué qui est signé dans la pièce, ils arrivent dehors, ils en disent le contraire. Parce qu'ils ont habitué leur population à une dose régulière, récurrente, de haine anti-Rwanda, de folie de grandeur, de mégalomanie, de dérision, etc. Et ils le font systématiquement. Mais ce qui est bizarre avec cela, quand vous faites cela, vous avez conclu des accords dans une pièce, devant des responsables assez sérieux, des Américains, des Kenyans, des Angolais, vous êtes entendu sur quelque chose. Vous allez la veille, le lendemain de la réunion, vous allez vous dire à la population le contraire de la chose. Maintenant, si vous amenez la lettre des accords, vous n'êtes plus capable de la mettre en œuvre. D'une part. Mais maintenant, vous avez aussi une situation où vous avez des partenaires qui vous promettent de vous aider à vous battre. Vous savez, si le M23 sont des Congolais, heureusement tout le monde le sait maintenant, ils vont devoir vivre au Congo, le M23 et leur population. On a beau dire que ce sont des Rwandais, que le Rwanda est derrière eux, en réalité non. Le Rwanda a ses propres intérêts qu'il protège. Et le Rwanda, l'ennemi du Rwanda, ce n'est pas la RDC, c'est le FDLR. Voilà, parlons que la question du FDLR. Parmi les choses que les deux parties se sont convenues, c'est également la RDC s'est engagée à mettre en place un plan de démobilisation et surtout de mettre à l'écart les FDLR. Tout à l'heure, vous avez parlé des FDLR qui font un seul corps avec l'armée de la RDC. Les FARDC ils combattent côte à côte avec l'armée burundaise en même temps. Est-ce que c'est un plan réaliste? Mais vous avez oublié les Sud-Africains dans la blague. Voilà. La SADC. Bon, les Sud-Africains qui interviennent dans le cadre de la SAMI RDC, donc les forces de la SADC. Maintenant, pour ce qui est, parce que tout ce qui intéresse le Rwanda, ce sont les FDLR et la menace qu'ils représentent pour sa sécurité. Est-ce que le gouvernement congolais, est-ce que les FARDC, malgré toute la bonne volonté du monde, sont-ils capables à pouvoir se détacher des FDLR? Peuvent-ils cantonner ou mettre de démobiliser les FARDC, les FDLR? Vous savez,
Je ne suis pas convaincu que le gouvernement congolais est capable de défaire le FDLR. Il est arrivé un jour, quand nous avions de bonnes relations, il est arrivé un jour, c'est une anecdote qui s'est passée, que l'armée congolaise ait mis ensemble un groupe de FDLR dans un camp, alors il les a démobilisés et ils n'attendaient qu'une voiture, ils n'attendaient qu'un camion et des bus et de MONUSCO puissent les rapatrier au Rwanda. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cet incident. Les FDLR qui étaient désarmés ont réussi à désarmer les militaires de FARDC et de les maîtriser, de prendre l'arsenal et de repartir. Donc maintenant, ils sont tellement entremélangés que moi-même, je ne suis pas convaincu qu'ils sont capables de faire. En fait, le Rwanda, quand nous étions en bonne intelligence, vous savez comment Mudachumura est mort, comment d'autres chefs d'FDLR. Quand nous sommes en bonne intelligence avec la RDC, nous travaillons ensemble. Là, vous faites allusion à certaines opérations conjointes qui se sont passées dans le passé. Entre le Rwanda, la seule façon de défaire le... Il y a eu Mojawetu, voilà, Amani Leo, Mojawetu, etc. Quand nous sommes en odeur de sainteté, comme on dit, oui, nous nous mettons ensemble, nous collaborons, nous échangeons les renseignements, nous échangeons les stratégies militaires, nous échangeons même des troupes pour traquer le FDLR ensemble. La seule façon où le FDLR peut être défaite, c'est de collaborer et d'aller traquer le FDLR ensemble, mais tout en étant... Est-ce qu'il existe encore cette bonne volonté de part et d'autre à pouvoir mettre hors d'état de nuire? Nous allons... En fait, le problème... Je rencontre ce genre de situation en tant qu'avocat. C'est quand vous allez avec un interlocuteur qui n'a pas les pieds sur terre. Vous êtes en train de... C'est comme si la personne n'est pas intellectuellement dans la pièce, en fait. Donc, en fait, Tshisekedi dit à sa population qu'il est capable d'attaquer le Rwanda, d'annexer le Rwanda, de changer, et le président burundais d'ailleurs, d'aider les jeunes à sortir de manière violente le gouvernement rwandais du pouvoir. Mais c'est ce qu'ils disent. Ils ne sont pas... D'abord, ce n'est pas une bonne chose à dire. Comme dit le président, it's not right to do it, but it's impossible in practice. Ils ne sont ni capables de le faire, et ce n'est pas la chose à dire. Il ne faut pas dire cela. C'est une déclaration de guerre ouverte. C'est réprimé par le droit international. Mais ce que je vous dis, dans cette situation, donc, la volonté, même si Tshisekedi venait avoir la volonté, je ne pense pas qu'il puisse passer la nuit à Kinshasa s'il décidait de négocier et avec le Rwanda, d'accepter que le Rwanda, l'armée rwandaise puisse collaborer avec l'armée congolaise pour aller traquer le FDLR. Il n'est plus capable politiquement de le faire. Parce que chaque jour qu'il sort de réunion, ou chaque jour qu'on lui tend un micro, il profère des menaces. Si les menaces pouvaient tuer, on n'existerait plus. Des menaces, justement, à suivre, à entendre vos propos, Gatete, il existe une sorte de pessimisme qui se crée de la part de certaines personnes, mais d'autres y croient comme vous. J'aimerais bien qu'on puisse entendre un autre son de cloche. Il s'agit du maître Jean-Baptiste Gassominari. C'est également un grand monsieur connaisseur averti de la situation des Grands Lacs et surtout la question de paix et sécurité dont nous évoquons aujourd'hui. Il évoque notamment son optimisme, mais surtout il émet aussi certains doutes ou certaines conditions pour que cela puisse se matérialiser. Je suis très optimiste quand vous lisez un communiqué qui parle d'un cessez-le-feu et que vous lisez un autre communiqué de personnes qui n'ont pas fait partie de la réunion du mécanisme, mais qui soutiennent cette initiative parce que c'est une initiative de paix. Donc, il y a la volonté de faire la paix de part et d'autre. Maintenant, ce qui reste, c'est de voir si ces personnes sont sincères. Mais sinon, si la paix n'est pas trouvée grâce aux négociations et que la guerre continue, moi je pense que cette paix aussi pourra être trouvée lorsque une partie aura gagné cette guerre. De toutes les façons, la paix, c'est quelque chose qui devra être retrouvé. Je suis très optimiste. Par n'importe quel moyen, moi je pense que notre région va être pacifiée. Maître Jean-Baptiste Gassominari, il dit la paix sera retrouvée par n'importe quelle voie. Gatete, c'est quand même un langage assez apaisé, mais sinon il n'exclut pas d'autres options en dehors de la diplomatie. Est-ce que, à l'allure où vont les choses,
je parle bien d'un processus de Luanda qui est dans l'impasse au regard et à la lecture de la situation. Il y a un langage belliqueux du côté de Kinshasa. L'option militaire reste très ouverte. Est-ce qu'il y a anguille sous roche, comme on dit? Mais vous savez, le Rwanda, même s'il n'a pas de langage belliqueux, nous ne sommes pas des pacifistes. Les gens, en fait, les gens ils lisent mal notre générosité pour être une faiblesse. En fait, il y a un proverbe latin qui dit « Si vis pacem para bellum ». Qui veut la paix prépare la guerre. Prépare la guerre. Donc, le monsieur, mon prédécesseur, a bien raison. Donc, c'est le président Kagame l'a dit d'ailleurs. Il a dit, j'ai des intérêts, donc j'ai des impératifs de mon pays. La paix et la sécurité du Rwanda. Je ne sais pas si les gens il a fait un speech après avoir prêté serment. Le serment dit, Ndahiriye kuzarinda mahoro n'ubusugire bw'igihugu. Je jure, je fais un serment de sauvegarder la paix et l'inviolabilité, même pas l'intégrité, l'inviolabilité du territoire de mon pays. L'inviolabilité. Nous sommes très différents des autres peuples. On ne nous dit pas une chose et faire son contraire. Vous êtes le président du Rwanda, vous faites un serment, vous devez le maintenir. On va vous rappeler les serments que vous avez faits. Le président du Rwanda est bien conscient de ça. S'il dit « je veux sauvegarder, je jure, vous m'avez élu, je jure de sauvegarder la paix et l'inviolabilité de notre pays », nous, Rwandais, il est clair. Après cela, il a parlé de la situation dans la région. Parce que est-ce que là, Gatete, disons les choses dans leurs termes, nous sommes là en face du Rwanda qui veut bien faire partie du processus de Luanda, mais également, est-ce que la théorie de la carotte et du bâton est-elle aussi disons, faisable? C'est quelque chose que le Rwanda peut envisager. C'est vrai, le Rwanda... Le président a dit, nous sommes une armée de défense. Il a dit, l'armée rwandaise est une armée de défense, pas une armée offensive. D'ailleurs, c'est nouveau. Normalement, les gens disaient au Rwanda, mais le président Kagame explique, il tend la main. En fait, c'est une façon de tendre la main aux voisins, aux amis, en disant, nous sommes une armée de défense. Nous nous défendons. Nous n'attaquons personne. Il est vrai que les citoyens de Gisenyi, les citoyens de Gisenyi doivent dormir en paix, et de Musanze, dormir en paix tranquillement, et de Kinigi et de partout. Alors cela, on va l'accomplir, quels que soient les moyens. S'il n'y a pas d'attaque qui vient d'en face, il n'y aura pas d'attaque qui vient de chez nous. Mais s'il y a une attaque qui vient d'en face, on va s'arranger pour qu'il n'y ait pas ce genre d'attaque. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, pour conclure sur la question de nous ne sommes pas des pacifistes, même si les gens nous prennent pour des faibles, parce que nous n'avons jamais de langage de menace, etc. Je ne veux pas pécher à la règle, parce que moi-même, je ne vais pas commencer à être belliqueux, mais ce que je vais dire, c'est que, au fur et à mesure que cette situation perdure, le président Kagame a dit... Plus Luanda, patauge, glisse, ça ouvre d'autres options. Non, d'abord, le Luanda, le modérateur, lui-même, il va se fatiguer. Vous savez, c'est ça ce que les Congolais ne comprennent pas, ils sont pas qu'en train d'offenser les Rwandais. Vous savez, ils se sont mis à dos Uhuru Kenyatta. Pourquoi? Uhuru, il a dit la vérité. Dire la vérité aux Congolais est un anathème, est une hérésie, c'est un sacrilège. Il ne faut pas dire la vérité. William Ruto. Oui, le président Ruto. Il faut les caresser au sens du poil en permanence pour qu'on leur raconte des histoires, disant voilà, nous sommes une 7e armée du monde ou d'Afrique, je sais pas, nous pouvons annexer le Rwanda, nous voulons réunir les 2 chambres du Parlement et déclarer ouvertement la guerre, etc. Ils aiment ces berceuses, une sorte d'anesthésie collective. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si la situation... Si la RDC finit par mettre un point final sur des accords, le président Lorenzo va leur faire signer un accord un jour, et puis l'accord ne va pas être mis en œuvre. Il va faire un rapport à l'Union africaine en disant, voilà,
finalement, le mandat que vous m'avez donné, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que la RDC a accepté, voilà ce que le Rwanda a accepté. Après audit, voilà ce que le bilan, hein, voilà, le Rwanda a fait ci, la RDC n'a pas fait ça, le Rwanda, etc., etc. Ce jour-là va arriver, bientôt. Le président Lorenzo, c'était quelqu'un de très puissant. Vous savez, quelqu'un qui a réussi à sortir la famille dos Santos du pouvoir. C'est quelqu'un de très, très, très puissant, Lorenzo. C'est un président très respecté dans ce continent. Alors, on ne joue pas avec lui. Même si le Rwanda peut être l'ennemi, etc., mais, etc. Ça, c'est vrai pour l'Angola. Mais les Américains qui sont dans le... Ils ont un penchant, ils sont en compétition avec les Chinois pour mettre la main sur les minerais de la RDC, donc ils doivent montrer un penchant visible pour les Congolais. Les yeux doux. Le président Kagame a dit, nous ne sommes pas ennemis de vos intérêts, vous n'êtes pas... nous avons nos propres intérêts. Mais si vous nous mettez dans une situation où nos intérêts vont être violés, nous allons nous battre comme si on n'a rien à perdre. N'est-ce pas? Quand il a dit ça, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était en train de dire, des gars, écoutez, on peut jouer, tout ça, mais il y a une ligne comme ça. Qu'on ne peut pas traverser. Et il a bien raison. Nous sommes tous prêts derrière lui en disant, écoute, nous, on veut dormir en paix. Vous avez prêté serment, monsieur, que vous allez sauvegarder la paix et l'inviolabilité du territoire rwandais. On attend de vous pour les 5 prochaines années de faire pareil. Et comme d'ailleurs vous l'avez fait à l'avance, nous sommes plutôt confiants. Donc en fait, contrairement aux autres qui racontent des histoires, qui disent une chose à leur peuple et en font une autre, nous ne tolérons pas ce genre de discours. Et nos dirigeants le savent. Et nos négociateurs aussi le savent. Merci. Merci beaucoup donc à Gatete Nyiringabo Ruhumuriza. Vous comprenez qu'il s'agit d'une situation très complexe où la parole n'est pas forcément liée à l'action chez certains des personnes qui se retrouvent en Angola, sinon dans le cadre de Luanda. De la même façon qu'il y a d'autres question qui se pose par rapport à l'aboutissement du processus de Nairobi qui semble être presque à l'agonie à cause notamment d'un manque de dialogue, notamment entre certains groupes armés et dont le mouvement M23 qui n'est pas entendu, écouté et dont les responsables congolais ne sont pas encore prêts à prêter oreille. En tout cas, on va suivre la question de près. Ça va faire plusieurs mois maintenant que cette question déchire, divise les opinions. On va continuer de suivre ça de près. On vous reviendra toujours encore avec force et détails. Merci beaucoup à Maître Gatete Nyiringabo pour cet éclairage par rapport à la question et surtout à l'actualité. Merci à Constantin, Ouassé et toutes les équipes au niveau de la régie. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro majuscule propos. RBA app is here. How to get it? It is easier than ever. Go on your home screen. Press Play Store or App Store.